Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Directrice de la Fondation IFRAP. À vos côtés, Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Qu'on ne présente plus, éditorialiste de BFM Business. Votre dernier ouvrage, Nouvelle leçon d'histoire économique, est toujours disponible aux éditions Odile Jacob. Et puis surtout, si vous voulez voir Jean-Marc Daniel sur les planches, c'est ce soir et demain. Faites vite. La semaine dernière, c'était à guichet complet. On a dû même refuser du monde. C'est ce soir, il y a encore de la place. Ce soir, il y a encore de la place. C'est au théâtre de Poche à Paris. Et puis face à vous, Laurent Vronsky. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Directeur général d'Ervor, secrétaire général de Croissance Plus. Avant d'attaquer ces nombreux sujets, je vous rappelle les BFM Awards. C'est mardi soir, la soirée de l'année pour les chefs d'entreprise. Ce sera au Louvre, en direct à partir de 20h sur BFM Business et dès 18h30. Pour le Before, ne ratez pas l'événement de l'année. Mes amis, pour commencer, je voudrais qu'on parle de ce rapport du Conseil des prélèvements obligatoires. Je vous le disais, le Conseil des prélèvements obligatoires, maintenant on le connaît, organisme d'experts rattachés à la Cour des comptes, qui analyse en profondeur l'efficacité de notre fiscalité. Et depuis 3 ans, le CPO, comme on l'appelle, analyse, fait un baromètre de la fiscalité et des prélèvements sociaux. Ils sondent les Français. Grande étude, 5000 Français interrogés pour voir leur appréhension de l'impôt. Bon, là, ce qu'ils nous disent, le premier renseignement, c'est que 78% des Français trouvent qu'on paye trop d'impôts en France. C'est pas vraiment une surprise, ce résultat n'a pas beaucoup bougé. Je pense qu'on aurait interrogé les Français au XIVe siècle. Je me tourne vers l'historien que vous êtes aussi, cher Jean-Marc. Quand on a créé la taille pour la guerre de 100 ans, le premier impôt durable en France, certainement que les Français auraient déjà dit qu'ils estimaient payer trop d'impôts en France. Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans les résultats de cette étude, c'est qu'ils trouvent que l'argent est mal utilisé. Est-ce que le ras-le-bol fiscal ne viendrait pas de l'inefficacité de la puissance publique plus que du niveau de fiscalité? Je commence avec vous, Jean-Marc. Alors, ce qui est intéressant, si vous faites allusion effectivement à l'histoire, quand Charles VII crée la taille à la fin de la guerre de 100 ans, il a le précédent sous les yeux de l'Angleterre. Oui. Et la Magna Carta du XIIIe siècle, qu'accepte Jean Santerre, prévoit que les contribuables élisent des représentants qui vérifient l'utilisation que fait le roi des fonds qui lui sont confiés. Et dans le rôle du Parlement aujourd'hui. Voilà, ce qui est le rôle du Parlement aujourd'hui. Donc le constat que vous faites, c'est que les Français n'ont pas confiance, non pas en l'État, mais en les gens qu'ils élisent. Les gens qu'ils élisent sont supposés être là pour résoudre les problèmes de finances publiques et vérifier l'attribution. D'ailleurs, une des décisions qui a été prise en 1789, ça a été de supprimer les impôts pour les remplacer par des contributions, c'est-à-dire par des choses qui sont décidées par les représentants des contribuables et dont l'utilisation est décidée par les contribuables. Parfois obligatoire, parce que 4 ans plus tard, on avait le premier emprunt obligatoire, dont on va parler tout à l'heure aussi, qui était imposé aussi. Et après, dès 1797, on avait réintroduit le mot impôt. Mais il y avait fondamentalement cette idée qui est le fondement de la démocratie, et le fait que les représentants, il n'y a pas de taxation sans représentation, comme on dit aux États-Unis. Et donc, je pense qu'un des éléments dans ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est non seulement la méfiance à l'égard de l'utilisation faite par l'État, le fait que les masses sont telles que les gens se disent, est-ce que vraiment il n'y a pas des gens qui pourraient faire mieux, est-ce qu'il y a un véritable pilote dans l'avion? Mais surtout, je crois que le spectacle assez pitoyable que donne en ce moment notre Assemblée nationale, avec une espèce de frénésie sado-fiscaliste qui consiste à toucher, taper sur tout ce qui bouge, est en train de décrédibiliser ce mécanisme essentiel où l'impôt est confié à des représentants du peuple pour vérifier l'utilisation qu'en fait l'État. Et donc ça, c'est aussi un problème de l'État, mais surtout un problème des parlementaires. Jean-Marc l'a dit, on est au fondement de la démocratie quand même, avec le consentement à l'impôt. Le consentement qui repose sur 3 piliers, dit le CPO, la qualité de la dépense publique, l'équité fiscale et la confiance dans les institutions. Où est-ce qu'on en est sur ces 3 points aujourd'hui, Agnès Verdier-Molinier? On est mal, on est très très mal. L'étude du CPO est assez claire. Les Français ne sont plus que 22% en 2025 à faire confiance à l'État pour bien gérer l'argent des impôts. Ils étaient 33% en 2023.
C'est une 11 chute points en 2 énorme. ans. C'est une chute énorme. Il est là le gros problème. Et d'ailleurs, on dit souvent, mais finalement, la France est bien notée parce qu'il y a un consentement à l'impôt qui est élevé en France. Et finalement, on pourra toujours remplir les caisses publiques. Mais ce qu'on est en train de vivre là, depuis 3 ans montre qu'on est au maximum de la fiscalité. Là, on nous dit la TVA ne rentre pas. Alors, 5 milliards pour l'État, mais en fait, c'est 10 milliards qui vont manquer dans les caisses de l'État, des collectivités. Alors, ces 10 milliards, ils sont très, très discutés. Hein. Les spécialistes de Bercy et Budgeta expliquent tous que c'est 5 milliards, comme c'est 4 à 5 milliards. Ouais, on va voir. Hein. On va voir, parce que là, on s'attend à des mauvaises surprises. En tout cas, on serait autour du niveau de TVA collecté en 2024. Donc, il y a quand même un truc qui ne va pas. Oui. Et puis, on ne nous parle que de la TVA, mais on ne nous parle pas de l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, il ne monte en recettes entre 2024 et 2025 que parce qu'il y a eu la taxe exceptionnelle sur les grandes entreprises, cette fameuse surtaxe. Si elle n'y était pas, on aurait une baisse de la recette d'impôt sur les sociétés. Donc finalement, ça rentre mal de partout. Et pourquoi ? Parce qu'on est dans un système qui finalement est complètement à bout de souffle. Alors on nous dit, mais il y a quand même une base taxable qui augmente. Oui, mais en fait, à un moment, et chaque fois qu'on va rajouter de la fiscalité, et c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs sous François Hollande, hein, quand il avait passé la taxation des revenus du capital au barème de l'impôt sur le revenu, qu'est-ce qui s'était passé ? On n'avait pas eu une hausse des recettes. Un effondrement des dividendes. Voilà. Et résultat... donc des recettes en moins. Et à la Fondation IFRAP, on a étudié ce sujet en fait, de l'effet l'affaire. C'est-à-dire que vous augmentez tellement les taux d'impôt qu'à un moment, en fait, vous effondrez votre recette. Eh bien, dans beaucoup de pays, ils se sont rendus compte qu'il y avait une corrélation entre taxer trop et avoir des chutes de recettes. Et ce qu'ils ont fait en Suède est très intéressant. Hein. C'est d'ailleurs souvent un pays qui est cité par Philippe Aghion à notre prix Nobel de l'économie. Donc, à un moment, on peut se dire, tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Suédois ? Ils ont supprimé les droits de succession. Ils ont supprimé l'impôt sur la fortune en 2004. Et après, est-ce que leurs recettes ont baissé ? Ah non, incroyable. Entre 2000 et 2010, leurs recettes, elles n'ont pas baissé. Elles ont augmenté en valeur de 27%. Et si on retraite de l'inflation, de 10%. C'est les recettes totales, hein, pas que les recettes sur ces impôts-là. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment, si on baissait l'impôt, on aurait peut-être les taux d'impôt. Un surplus d'activité, de croissance. On aurait peut-être des caisses publiques qui seraient mieux garnies. Oui. Et je crois que cette étude du CPO, elle doit nous alerter, nous faire réagir et nous faire comprendre que l'heure n'est pas à augmenter les impôts, l'heure est à baisser les impôts. Et c'est peut-être contre-intuitif, mais plus on va monter les taux, plus on va matraquer fiscalement nos entrepreneurs, nos entreprises, parce que c'est ça qu'on est en train de faire concrètement. On a vu avec la mise en place de la flat tax que ça avait créé davantage de recettes. On va effondrer l'activité, on va effondrer les recettes et on va finalement avoir un problème de dette de plus en plus grave. Laurent Wronski, est-ce que l'alternative aux impôts, ça peut être un emprunt obligatoire, comme on en a entendu parler cette semaine ? Déjà, il y a un terme qui me dérange dans ce propos, c'est obligatoire. Mais si vous m'autorisez, quelques commentaires. Et je ne dis pas ça, si vous voulez, pour être impertinent, mais quand je vois ce genre d'études... Je vous en prie, vous avez tout à fait le droit d'être impertinent, cher Laurent. Oui, c'est vrai, c'est vendredi. Si vous voulez, moi, ça me fait sourire parce que finalement, ce genre d'études, c'est le marqueur un petit peu académique de ce que nous, les managers, nous vivons depuis à peu près une petite dizaine d'années, où notre rôle, moi, je dirige les équipes depuis 35 ans. Hein. Donc, je rappelle, dans un environnement industriel, c'est-à-dire c'est un village gaulois. Je ne dirige pas un cabinet de consultants où tout le monde est bac plus 25. J'ai rien contre les consultants, j'ai commencé ma carrière ainsi. Mais vous devez vous mettre à la portée de tout le monde. Hein. Oui. Bon. Eh bien, depuis 10 ans, notre rôle en tant que manager a vraiment évolué. C'est-à-dire qu'on aborde des sujets qui sont carrément des sujets politiques en entreprise. Ça ne veut pas dire qu'on a des débats politiques, mais par exemple, vous embauchez quelqu'un. Vous avez forcément une discussion salariale. Puisque, bon. Et si vous avez une discussion salariale, immanquablement, on va parler du net. Donc le net, c'est la différence entre le salaire facial et ce qui tombe dans ma poche. Et là, on commence à avoir des discussions très intéressantes. Et comme moi, je suis en proximité avec mes équipes, à chaque fois que vous versez une prime, il y a une partie qui s'évapore, on va appeler ça la part des anges, même si le mot ange n'est pas forcément le terme approprié. Et donc, vous avez ces discussions en continu. Et vous avez beaucoup de gens qui sont assez cash, beaucoup plus cash que dans cette étude. Oui. Parce que l'inefficacité de la commande publique, aujourd'hui, tout le monde peut la toucher du doigt. Je vais vous donner un exemple très concret, très basique. J'habite un arrondissement de Paris qui est le 18e arrondissement.
tous les samedis, nous avons des rues qui sont bloquées au nom de Paris Respire. Eh bien, il y a une rue, vous pouvez la vérifier, tous, qui est la rue Stephenson, au coin de la rue Ordonneur. Vous avez la rue qui est bloquée et vous avez 8 personnels de police municipale qui gardent cette rue. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on a besoin de 8 personnes pour garder cette rue ? Eh bien, c'est ça, l'inefficacité de la dépense publique. Oui, et tous les gens à qui vous parlez connaissent des gens qui, en clair, abusent du système, ou je dirais, y a trop de monde là où il ne devrait pas y en avoir. Donc, ces gens-là, c'est-à-dire nous tous, aujourd'hui, c'est un phénomène nouveau, parce qu'avant, c'était le problème des patrons. On disait ça, oui, mais c'est le sujet des patrons. Oui. Mais pas du tout. Aujourd'hui, et ça c'est plutôt assez réconfortant, et moi ça me rend optimiste, c'est le sujet de tout le monde, parce que tout le monde a compris que quand on lui prélève 20% sur sa prime de Noël, 20% sur son salaire, eh ben, ça part où ? Et les gens aujourd'hui, moi je discute très souvent avec eux. C'est la grande question. Et c'est ce que dit, mais c'est ce que dit le rapport du CPE aussi. C'est-à-dire que 80% des Français estiment que ça reste un acte citoyen de payer l'impôt. La grande question, c'est pourquoi faire ? Mais c'est ce que, d'ailleurs, nous, en tant qu'agents économiques, quand on dépense de l'argent, généralement, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un bon retour sur investissement. C'est-à-dire, on a le sentiment que quand on dépense de l'argent, en clair, globalement, on est content de l'avoir fait. Oui. Là, c'est pas le cas. Bon. Alors, je voudrais réagir quand même à ce que vient de dire Laurent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas entretenir cette confusion qui consiste à dire que la différence entre le brut et le net sert à payer les policiers municipaux. C'est pas la même, c'est pas le même tuyau, c'est pas la même. Quand vous faites la différence, il y a 2-3 autres dépenses. Il y a d'autres dépenses. Et puis entre le brut et le net, on achète aussi immédiatement de la santé, des droits à pension, des choses qui sont concrètes dans la vie des gens. Et donc je crois qu'il y a le véritable enjeu, c'est effectivement le contrôle de la dépense qui est faite par des gens qui sont élus. Oui. Et donc ce que ça met en cause, ce que vient l'exemple qu'il donne, c'est que ça met en cause la légitimité, non plus encore pour moi que de l'impôt, la légitimité des élus municipaux, la légitimité des élus parlementaires. Mais Jean-Marc, c'est la démocratie, ça. Ces gens-là sont élus par le peuple aussi. Hein. Exactement. Et donc le peuple n'a qu'à s'en prendre à lui-même s'il n'élit pas les gens qui conviennent à ses attentes. La deuxième remarque que je ferais, c'est que effectivement, au XIXe siècle, alors l'Angleterre est l'endroit où s'est produit intellectuellement le plus de choses sur les impôts, l'économie et tout ça. Oui. Et donc, vous savez, ce que brandit le chancelier de l'échiquier, la mallette rouge. La cartable rouge, c'est ce qu'on appelle la mallette de Gladstone. Gladstone était un grand homme politique du XIXe siècle qui a commencé sa carrière ministérielle comme chancelier de l'échiquier dans les années 1850-1860. Et son premier discours, il explique qu'être un bon chancelier de l'échiquier, c'est 3 choses. La première, c'est de effectivement vérifier que chaque fois qu'on prend une livre d'impôt, la personne à qui il le retire ne ferait pas un meilleur usage de la livre en question. C'est-à-dire qu'il faut en permanence comparer la dépense publique à la dépense privée. La deuxième question... Voilà quelque chose qu'on a oublié de faire depuis fort longtemps. Qu'on ne fait plus. La deuxième chose, c'est chaque fois qu'on demande à l'État de faire quelque chose, il faut se demander si un acteur privé ne le ferait pas mieux. Chose qu'on a aussi oubliée. Et ces 2 choses. Et la troisième chose, c'est de considérer que ce ne sont pas les gens qui crient le plus qui sont les plus punis par l'impôt. Et je crois que ces 3 principes sont les principes fondamentaux qui devraient régir notre politique budgétaire. C'est-à-dire, ce n'est pas à l'État de tout faire, c'est quelquefois le secteur privé, et le secteur privé qui fait mieux, et de toute façon, il y a des activités privées dont on se passe à cause de la dépense publique. Sur le fait que l'État ne fait pas ce qu'il faut, pour conclure sur ce point-là, je pense que nous sommes 30 ans après le plan Juppé. Donc, je reviens à la différence entre le brut et le net. La différence entre le brut et le net, c'est essentiellement des cotisations sociales. Et il y a 30 ans, l'État s'est emparé de la gestion de la sécurité sociale. La question qu'on doit se poser, c'est quel est le bilan ? Est-ce que le privé ne ferait pas mieux dans la gestion de la sécurité sociale ? Agnès ? On a sorti un sondage à la Fondation IFRAP sur le sujet de est-ce que vous préférez la baisse des dépenses ou l'augmentation des impôts ? Oui. 82% des Français sont pour la baisse des dépenses plutôt que la hausse des impôts. Tant que ça ne les touche pas, c'est toujours le même sujet. Non, mais il y a un moment aussi où il faut qu'on arrête de faire croire aux Français que 1800 personnes vont payer le déficit public de notre pays et que ça résoudra tous les problèmes. Ça, c'est juste pas vrai. Donc, si on... Mais c'est un message que beaucoup croient et beaucoup entendent. La réalité factuelle des chiffres, quand on a entre 150 et 160 milliards de déficit annuel, on comprend, et quand on dépense 259 milliards de plus que dans les autres pays, et en grande majorité des dépenses sociales, 69 milliards de retraites en plus par rapport à la moyenne des pays de la zone euro, 39 milliards de dépenses de santé en plus par rapport
à la moyenne de la zone euro, et j'en passe, oui. On comprend qu'on a un problème de modèle social qui est trop cher, qui nous impose trop, qui nous empêche de travailler, qui nous empêche de produire de la richesse, qui nous empêche de développer des entreprises, et en fait qui nous empêche tout simplement d'avoir de la croissance et d'augmenter la richesse par habitant. Donc là, on est tanké dans finalement une impasse. Certains voudraient nous faire croire que ça se résout par plus d'impôts, mais les Français n'y croient pas. Voilà. Alors, on nous ressort toujours en face, oui, mais plus de 80% des Français sont pour la taxe Zuckman. Mais en fait, c'est pas vrai parce qu'ils n'ont pas compris que ça allait taxer spécialement les entrepreneurs. Et si on leur disait, est-ce que vous êtes pour taxer les entrepreneurs, ceux qui créent la richesse du pays et finalement et vous versez des salaires accessoirement. Détruire de l'emploi marchand, détruire de la croissance, je pense que là, ils ne répondraient pas oui à cette question. Et là, il y a un moment où je pense qu'il va falloir aussi prendre des décisions de manière collégiale avec les élus qu'évoquait Jean-Marc, mais avec aussi tous les grands directeurs d'administration, tous ceux qui dirigent des caisses sociales qui sont l'essentiel de la dépense publique aujourd'hui, mais aussi avec le soutien des Français pour montrer que ceux qui aujourd'hui tiennent le crachoir en disant que c'est qu'un problème d'augmenter les impôts et puis ça sera résolu, finalement, ils sont minoritaires. Voilà. Parmi les dépenses, quand même, il faut qu'on remette un peu les ordres de grandeur sur la table. La première des dépenses, ce sont les retraites. Les retraites, l'OCDE vient de commettre un rapport, un panorama des pensions dans tous les pays riches. Et l'OCDE affirme que l'amélioration de la situation financière du système de retraite chez nous, en France, doit d'abord passer par une augmentation de l'âge effectif de la retraite. Alors évidemment, on est en train de prendre une position orthogonale, on est un peu à contre-courant avec la suspension de la réforme Borne. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de gérer notre courbe de seniors démographique que de forcément repousser l'âge légal de départ en retraite, Laurent Wronski? Alors d'abord, je vais répondre à votre question bien évidemment, mais je voudrais aussi répondre à Jean-Marc. C'est-à-dire que moi je suis dans les tranchées. C'est-à-dire que je gère des gens qui ne sont pas en train de passer un oral de grande école. Et en clair, on a la question qui est posée, c'est les impôts. D'accord ? Ce qui veut tout dire et rien dire. Ils ne sont pas là à analyser leur feuille de paye en disant « oui, alors ça va à la sécu, ça. » C'est les impôts. Et la perception générale, c'est en clair, les impôts, c'est pas compliqué. Les impôts, c'est ce que j'aurais pu avoir dans ma poche et que je n'ai plus dans ma poche. Il faut comprendre ça. Il ne faut pas commencer à analyser « oui, c'est une contribution, etc. » Eh bien, pour les retraites, c'est la même histoire. C'est-à-dire que pensent les gens ? Moi, j'ai des collaborateurs, j'ai une pyramide des âges, comme tout le monde. Oui. Il y a beaucoup de gens qui veulent partir à la retraite plus tôt, et c'est pas parce qu'ils veulent pas travailler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, d'ailleurs, ont peur de se retrouver, finalement, chez soi, à ne rien faire. Oui. C'est qu'ils se disent, et il y a beaucoup de gens qui se disent, mais j'ai intérêt à me dépêcher, parce que le jour où moi, je vais prendre ma retraite, il y aura plus de sous. Ouais. C'est ça que les gens disent. Donc ils disent, écoutez, il vaut mieux tenir que courir, je serais bien resté 2, 3, 4, 5 ans de plus, mais là, vraiment, je trouve que la situation est risquée. C'est-à-dire qu'à 5 ans, ils pensent qu'il pourrait y avoir une chute des ressources pour les retraites, pour les pensions. Et c'est pour ça qu'en ce moment, c'est pour ça qu'en ce moment, si vous voulez, vous avez quand même des réactions qui sont assez violentes, parce que vous avez des gens qui pensent ça, il y en a beaucoup, qui se sont mis un petit œuf de Pâques de côté parce qu'ils se disent comme le système ne pourra plus subvenir à mes besoins, j'ai un petit cochon rose, ça c'est logique. Et là vous avez des esprits illuminés qui disent attention, là si vous avez de l'épargne, et puis alors de l'épargne improductive, on va venir piquer la queue du cochon, les pattes du cochon, etc. Donc vous comprenez qu'en ce moment on file quand même un mauvais coton. Et là, c'est pas une attaque pour vous, Jean-Marc, mais là, on est dans la vraie vie, c'est-à-dire avec des gens qui vont pas lire, quand ils remplissent leur feuille d'impôt, les 150 trucs absolument... Et qui n'y comprennent absolument rien de mais toute façon. Mais c'est imbuvable. Quand j'entends, si vous voulez, le prouve. Cette semaine, on nous a dit, voilà, on va résoudre le problème de la perception de l'utilisation de l'impôt, on va être plus transparent. Oui. Mais non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font les comptes et qui se disent « j'aurais dû avoir ça, je n'ai pas ça. Quand je dois aller à l'hôpital, je vais aux urgences, j'attends 8 heures. Pour avoir une place en crèche, j'attends 6 mois. Quand ma fille rentre de l'école, il n'y a pas de sécurité. » C'est ça la logique de la vie de tous les jours. Oui, mais la logique de la vie de tous les jours, rebondir sur ce que vient de dire Agnès. Écoutez, quand on dit aux gens « il faut baisser les dépenses », oui.
Exactement, c'est ça la bonne solution. Sauf que quand vous leur dites aux gens, bon, c'est ce que disent d'ailleurs tous les défenseurs de l'impôt, ils disent, vous voulez baisser le nombre d'infirmières, vous voulez baisser le nombre de policiers, vous voulez baisser les retraites et appauvrir la portion la plus âgée de la population. Là, les gens répondent non. Vous savez, il y avait une formule, on parle du Conseil du prélèvement obligatoire, il a été créé sous la forme du Conseil national des impôts par Valéry Giscard d'Estaing. Et Valéry Giscard d'Estaing, quand il a fait son discours d'installation, avait frappé l'imagination en disant, le programme que doit avoir tout homme politique, c'est de demander plus à l'impôt et moins aux contribuables. C'est-à-dire, effectivement, mieux gérer les impôts. C'était une belle formule, qui était une formule, alors évidemment, le Canard enchaîné a vérifié que c'était une formule qu'il avait pompée sur un ministre des Finances du 19e siècle. Mais la formule reste d'actualité. Ça reste toujours aussi vrai. Elle reste toujours d'actualité. Il faut demander plus à l'impôt, c'est-à-dire mieux gérer l'impôt, faire en sorte que le contribuable ait moins à payer. Or, ça suppose, encore une fois, des choses assez concrètes. Et moi, je pense que par rapport à ça et sur les retraites, il y a deux éléments qui vont jouer. Ce qu'avait mis en avant François Bayrou quand il voulait supprimer 2 jours fériés, c'est quand même que le pays ne produit pas assez. Le pays travaille plus. Donc, il faut qu'il travaille plus. Alors, travailler plus, c'est supprimer 2 jours fériés, c'est reporter l'âge de départ à la retraite à 67 ans, c'est mobiliser l'ensemble de la capacité productive de la population. Et la deuxième chose, je maintiens, il y a des moments où on peut se poser la question de savoir si l'État est dans sa mission en gérant certaines activités. Et donc la sécurité sociale, c'est un gros morceau. Il y a beaucoup de pays où ce n'est pas étatisé. Enfin, l'ONDAM, c'est quand même une création typiquement française, même en Union soviétique. C'est le plan Juppé, il y a 30 ans. Même en Union soviétique, personne n'avait décidé que le plan allait déterminer c'est quand même ce qui permet de limiter la hausse naturelle des dépenses de santé. Le nombre de malades qu'il allait y avoir dans l'année. Il n'y a que nous qui avons eu cette idée de génie. Donc, je pense qu'on peut se poser la question, puis après, on peut rentrer dans les détails. Moi, une de mes obsessions, c'est de savoir pourquoi l'État est encore propriétaire du casino d'Aix-les-Bains. Alors, je pouvais raconter pourquoi, mais on pourrait quand même, je sais, ça ne va pas redresser les finances publiques, mais est-ce que c'est vraiment la mission de l'État de gérer le casino d'Aix-les-Bains? Agnès, sur les retraites. Sur les retraites, j'abonderai dans le sens de ce qu'a dit Jean-Marc, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas assez. Voilà, on ne travaille pas assez. Oui, alors en même temps, supprimer 2 jours fériés, est-ce que c'est aux gens qui travaillent déjà de travailler davantage ou est-ce qu'il faut se concentrer sur les jeunes et les seniors? Raphaël, on peut prendre le sujet dans tous les sens. Il faut que tout le monde travaille plus. Voilà. Les jeunes qui sont au chômage, qui sont aux allocations ou autres, etc., il faut qu'ils travaillent. Ceux qui sont chômeurs et qui sont dans la tranche 25-60, il faut qu'ils travaillent. Ceux qui travaillent déjà, il faut qu'ils travaillent plus. Et ceux qui sont déjà à la retraite, alors que dans d'autres pays, ils devraient continuer à travailler, il faut qu'ils travaillent. Et ceux qui sont aussi à la retraite et qui pourraient cumuler emploi-retraite, il faudrait qu'ils cumulent emploi-retraite. Oui, mais Agnès, une fois qu'on a dit il faut il faut trouver les voies et moyens pour le permettre. Mais ça part d'une réflexion qui est très profonde. C'est-à-dire qu'il y a 7 milliards d'heures travaillées en moins par rapport à la zone euro hors France tous les ans. 7 milliards d'heures en moins. C'est gigantesque. Et ça veut dire que c'est plusieurs millions d'équivalents temps plein qui nous manquent. Et si on dit ça, c'est vrai qu'on peut enfoncer des portes ouvertes en disant il faudrait que les chômeurs travaillent. C'est sûr qu'on ne va pas trouver un emploi pour chaque chômeur comme ça autour de cette table et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais si on part de cette idée qu'il faut arriver à travailler plus et que il faut un constat partagé et qu'il fasse consensus. Mais j'ai eu ce débat avec Jean-Philippe Tanguy du RN l'autre jour sur le plateau de France 2. Oui. Et lui, évidemment, il est pour la retraite à 62 ans. Mais je ne vois pas comment on peut être à la fois pour augmenter le taux d'emploi et avoir un âge de départ à la retraite plus bas que tous les autres pays européens. Donc quand l'OCDE se saisit de ce sujet de la retraite et de l'âge de départ à la retraite, on dit c'est ballot, on est en train de faire l'inverse. Mais en fait, d'abord, attendre l'OCDE pour se rendre compte qu'il va falloir repousser l'âge de départ à la retraite encore, je pense que c'était peut-être pas la peine. Nous, à la Fondation IFRAP, on a proposé un plan de 110 milliards d'économies à l'horizon 2029. Et ce plan, il propose quoi? Il propose de repousser l'âge de départ à 66 ans en 2033. Oui, mais personne n'en veut. Mais alors, personne n'en veut. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour contourner ce blocage autour de l'âge légal? Il faut qu'on arrête de demander aux politiques leur avis sur ce sujet. Il faut qu'ils arrêtent de s'en occuper et que ce soit un pilotage automatique en fonction de l'espérance de vie, comme ils ont fait au Portugal. Ce ne sont pas des extrémistes qui ont décidé ça, c'est plutôt des gens qui étaient plutôt orientés à gauche. Donc, ils ont décidé ça parce que c'était en Espagne de même. La logique. Voilà. Oui. Et aujourd'hui, ils sont à 66 ans et 7 mois.
Voilà. Et le sujet maintenant, c'est qu'il y a de plus en plus de pays de l'OCDE et d'Europe qui sont en train de rejoindre ce système de pilotage automatique. Pilotage automatique, ça veut dire que l'espérance de vie augmente, on augmente automatiquement l'âge légal de départ en retraite, c'est ça? L'espérance de vie à 65 ans d'une femme est de 23,4 ans. Et dans les prochaines années, d'ici 2070, ce sera 26,7 ans. Et ce n'est pas des années en mauvaise... C'est précis, hein. Alors, c'est pas des années... Il faudra mourir, c'est prévu aussi, l'État a tout prévu. Ce sont pas... Les dépenses d'assurance santé et la date de votre décès. Et là, on vous prendra les droits de succession. Les années qu'on va gagner, vous et moi et tous ici sur ce plateau, on ne va pas les gagner en mauvaise santé, on va les gagner en bonne santé. C'est 25 ans aujourd'hui à retraite en France, c'est le temps maximum au monde, si je ne m'abuse. Il faut qu'on attende quoi? Qu'on attende de payer pendant 30 ans des gens à la retraite avec bientôt un seul actif pour financer un retraité et donc se retrouver avec un système qui crache parce qu'à ce moment-là, ce sera absolument plus finançable. Donc c'est vrai que c'est contre-intuitif. Vos salariés, Laurent, ils disent moi je vais partir tout de suite pour éviter qu'il n'y ait plus d'argent. Mais en fait, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire, c'est qu'ils partent plus tard pour justement qu'il y ait encore de l'argent. Donc il y a une énorme pédagogie à faire. Et à la fois, les retraités et les futurs retraités devraient aujourd'hui manifester pour repousser l'âge de départ à la retraite, pour avoir les meilleures retraites possibles. Oui. Et c'est aussi une question de rapport au travail. Mais c'est pas que de la pédagogie, il y a aussi de la fiscalité. Mais ça, c'est le teasing, parce que on en reparlera après. Je veux dire, il faut que le travail paye. Je veux dire, je suis désolé, il y en a qui décrient ce principe, mais c'est la base. Je veux dire que quand vous avez des collaborateurs, moi, je connais beaucoup de gens qui veulent travailler. Simplement, ils font un arbitrage. S'ils travaillent le samedi et le dimanche parce qu'on a besoin d'eux et qu'il reste quasiment que dalle, donc c'est la première question de l'émission. Trop d'impôts tue l'impôt. C'est la version française de l'affaire. C'est ça. Si on leur dit vous restez plus tard au travail, mais qu'on leur pique une bonne partie. C'est très rationnel. Enfin, je veux dire, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Il n'y a pas besoin de sortir, si vous voulez, de Polytechnique pour comprendre ça. Allez voir sur le site du MEDEF, ils ont une initiative très intéressante, un comparateur super brut et du net entre la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Si on prend le salaire médian français qui est autour de 2300 €, 2200 € net, il y a des écarts de 500 € sur la fiche de paye entre la France et l'Espagne. C'est énorme. Ça coûte plus de 4000 € en super brut en France, moins de 4000 en Espagne, et c'est 500 € net en plus dans la poche du travailleur espagnol par rapport à ce qu'on paye en France. Mais regardez, vous avez en France un phénomène qui est, moi j'ai connu ça aux États-Unis il y a 40 ans, il y a de plus en plus de gens qui ont 2 jobs. Oui. Qui travaillent le week-end. Donc c'est pas que les gens veulent pas travailler. Mais simplement, il faut que le travail. Ça baille, c'est aussi basique. Il faut aussi que le minimum vieillesse par rapport à la retraite moyenne soit quand même pas trop élevé. Parce que si au bout d'un moment on se dit, finalement, si je travaille pas et qu'à la fin de ma vie, je demande une aide à la puissance publique et que finalement, c'est pas si décalé que ça, que ce que je vais toucher en ayant travaillé toute ma vie, qu'on fait des retraites d'agriculteurs ou autres, c'est vrai que ça désincite aussi le travail. Donc, c'est pour ça que ceux qui sont contre le fait de geler les aides sociales en valeur, ils n'ont rien compris. Il faut absolument geler les aides sociales en valeur pour pouvoir inciter à retourner vers l'emploi. C'est-à-dire le fil rouge, ça doit être toujours le travail. La revalorisation du travail. Ce sera certainement un des grands thèmes de la présidentielle 2027, évidemment. On en reparlera. On se retrouve après une très courte page de pub. On va parler de la grande transmission. La France est prête à transmettre 370 000 entreprises d'ici 5 ans. Et puis on verra si la nationalisation d'ArcelorMittal en France est une bonne solution ou pas. Ne quittez pas, à tout de suite.